grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Depuis quelque temps, les acteurs politiques font l'objet de critiques acerbes de la part d'une frange de la population. Ils sont parfois accusés d'être à l'origine des maux du pays. Il est depuis de plus en plus difficile pour des hommes politiques même d'exprimer leur opinion, même si certains restent convaincus qu'ils sont essentiels dans la gouvernance du pays. Peut-on parler aujourd'hui de désamour entre les politiques et certains citoyens? Les accusations portées sur les hommes politiques sont-elles fondées ou non? Quelle explication à cette situation? Comment les politiques peuvent-ils redorer leur blason? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Sékou Niamé Bathily, il est acteur politique, membre du Rassemblement pour le Mali RPM. Boubacar Bokoum, également acteur politique, président du Parti africain pour la souveraineté et l'intégration et la souveraineté, PAIS, et Dr Abdoul Sogodogo, il est politiste et enseignant-chercheur. Sékou Gadjigou va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté de participer à ce débat. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à nos deux hommes politiques. Sékou Niamé Bathily, je commence par vous. Comment se porte votre formation politique aujourd'hui, le RPM? Le RPM continue ses activités à l'interne depuis la levée de la suspension des partis politiques le 10 juillet 2024. Nous avons repris à l'interne, mais de façon timide. De façon discrète aussi? De façon, non, timide, je dirais timide, pas discrète, puisque nos activités sont... les réseaux sont inondés par nos activités, donc je ne dirais pas de façon secrète, mais ce sont des activités qui concernent directement les militants. Et ce sont des activités de formation des militants en notre sein, puisque nous avons lancé, opérationnalisé le centre de formation Kadari Bamba, l'école du parti, qui est à sa 3e formation maintenant, des formations adressées aux femmes du parti et aux jeunes aussi. Et uniquement du parti. Et cette école va nous permettre en tout cas de préparer des femmes et des hommes du parti pour le débat public, de les préparer aussi pour la chose politique, la chose publique, et de les informer aussi, de les préparer au mieux pour faire face aux scrutins. Et voilà en quoi nous sommes concentrés actuellement. Mais peut-être les activités d'envergure avec d'autres partis politiques, comme les gens ont l'habitude de voir, les marches, les meetings, les conférences de presse. Là, ça fait un moment qu'on n'organise pas des activités comme ça. Mais au sein du parti... Vous avez été contraint de marquer une pause ou bien vous-même vous avez décidé au regard de... Je dirais que la situation nous les a imposés, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une transition qui n'a que trop duré, une transition aussi qui est liberticide, qui empêche toute opinion contradictoire et qui empêche aussi les acteurs politiques et les partis politiques de s'exprimer de façon libre, je dirais comme ça. Et ce qui fait que les partis politiques actuellement sont obligés de travailler beaucoup plus à la réorganisation interne de nos formations et à préparer nos militants. Mais n'empêche, nous continuons aussi tant bien que mal à travers quelques acteurs à animer les débats publics. D'accord. Nous allons vous redonner la parole tout de suite pour développer cette partie. Boubacar Bokoum, vous êtes également président. Vous êtes président de Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, PAIS. Comment se porte le PAIS aujourd'hui? Le PAIS, c'est un jeune parti, hein? Très jeune parti. Comparativement au RPM. Oui, comparativement au RPM, d'ailleurs, qui a été un de mes anciens collaborateurs, d'où j'ai été expulsé. Voilà. Donc, voilà. Okay. J'ai collaboré avec un parti, donc j'étais d'abord partisan du RPM avant de décider de créer mon parti. Ça, c'est bon de le savoir. Alors, quand j'ai créé mon parti, l'esprit de ce parti, c'était le renouveau. Donc, une nouvelle façon de percevoir la politique, n'ayant pas pu m'exercer comme je le souhaiterais, avoir un nouveau canal dans lequel je m'exprimerais de façon plus libre, avec une idéologie qui me conviendrait.
Alors, il s'agit pour moi aujourd'hui de poser, quand vous avez parlé de désamour, c'est de poser la question qui me semble importante de savoir pourquoi le PAIS va bien. Non, je vous dis qu'il va... Non, je n'ai aucun souci. On évolue en parfaite intelligence. Comme il l'a dit, ce n'est pas la même dynamique. Nous ne sommes pas dans le classique. Nous fonctionnons avec de nouvelles méthodes de travail. Donc, nous n'avons pas de soucis par rapport à notre implantation. Nous n'avons pas de soucis par rapport à la vulgarisation de nos idées. Et le concept, il est bien compris et accepté par nos militants. Donc, à ce niveau, nous n'avons aucun problème. Est-ce qu'il y a des adhésions? Est-ce qu'il y a de nouvelles adhésions? Oui, mais quand vous entendez qu'il y a un parti, ça veut dire qu'il y a des adhésions. Mais on le fait sans fanfaronnade. Il ne s'agit pas de faire une communication autour d'adhésion. Il ne s'agit pas de ça. On n'adhère pas pour nous, on adhère pour soi-même. Le parti, c'est de dire, on a compris l'idée et on prend le projet pour soi. Il ne s'agit pas de... quand vous regardez aussi même l'aspect de la représentativité qui semble émoustouffler certaines personnes, quand tu regardes la représentativité, elle est dans un modèle du carcan de la singerie démocratique. Parce que quand vous regardez un parti qui dit « je suis implanté », vous êtes implanté sur quelle base? En termes de militants réels ou en termes de représentativité des comités et des structures? Deuxième élément de représentativité, c'est de dire « j'ai des députés, j'ai des élus ». Mais il s'agit de quel modèle d'élus? Il s'agit de quel modèle de député? Donc on a une coalition intelligente, mafieuse, qui a été acceptée par le précepte de notre modèle démocratique, qui fait qu'aujourd'hui, le député ou celui qui cotise pour entretenir le parti, mais pas pour réellement aller vers un développement local. Donc nous inversons la tendance. Nous ne cherchons pas à être représentatifs parce qu'il s'agit d'aller chercher des élus dans un secteur où effectivement ils apportent au parti. Ce n'est pas ça que nous demandons. Nous cherchons à avoir des gens qui comprennent de quoi est-ce que nous parlons et comment on peut implémenter un développement local. C'est ça la dynamique. Donc aujourd'hui, quand je regarde la configuration de la pléthore de partis politiques avec la pléthore d'élus et autres, je me pose la question exactement qu'est-ce qu'on apporte à part qu'on contribue pour construire le parti. Parce qu'on contribue par des cotisations pour construire le parti en tant que tel. Donc la manne financière nécessaire, la ponction, elle est faite à quel niveau? Donc, en réalité, je me pose la question, quelle est la nouvelle dynamique qu'il faut adopter pour que, effectivement, le député soit le plus proche de son peuple et que l'élu soit réellement un élu dans l'esprit du développement communautaire. D'accord. Merci beaucoup, Boukou. On va vous redonner la parole tout de suite. Docteur Abdoul Sogodogo, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques. Vous êtes un observateur politique aussi. Quand vous regardez aujourd'hui l'animation de la vie politique au Mali depuis quelque temps, en tout cas depuis l'avènement de la transition, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous sentez les partis politiques aujourd'hui? Bien, merci d'abord pour cette nouvelle invitation pour débattre de ces questions aussi intéressantes, pertinentes. Parce qu'effectivement, l'arrivée même de la transition a marqué est le signe, quelque part, d'une relation difficile déjà entre les acteurs politiques eux-mêmes, notamment je fais allusion en premier lieu aux partis politiques qui ne sont pas les seuls, parce que vous avez aussi la société civile et beaucoup d'autres acteurs engagés. Mais aussi, c'est le contexte même sahélien maintenant qui semble expliquer ça. Mais si on va plus loin, on voit que de façon globale au monde, il y a de plus en plus des critiques adressées aux partis politiques. C'est-à-dire le modèle d'organisation politique a tendance à être remis en cause avec les nouvelles évolutions du monde même qui est de plus en plus globalisé. Et les gens ont tendance de plus en plus à se regrouper autour de d'autres questions qui ne sont pas forcément les questions politiques habituelles que nous connaissons, notamment les élections et autres choses. Et donc, ça fait du coup, force est de l'admettre que la classe politique, les partis politiques sont en crise au Mali. Ils sont en crise. Et cette crise... voilà, les explications sont multiples. Je ne pense pas que ce soit le lieu de débat peut-être des causes. Voilà. Mais ce qui est sûr, on observe aussi que ces partis politiques veulent quand même survivre parce qu'il y a des réorganisations. Parce que même pendant cette transition, des partis continuent à être créés. Les partis se créent, ils se mettent en place. Donc le nombre de partis politiques n'a pas cessé d'augmenter. Et ça veut dire qu'il y a toujours de l'amour pour la participation politique dans ses formes classiques, mais majoritairement, leur rôle, c'est leur rôle qui est interrogé.
C'est-à-dire le rôle qu'ils ont eu à jouer dans la vie politique malienne, c'est ce qui est interrogé à mon avis. Et donc cette interrogation nous amène à dire comment le politique fait aujourd'hui pour réorganiser le militant. Quel modèle de construction du militant il se le propose aujourd'hui et quel nouveau rôle véritablement il veut se donner dans la gestion de la crise sécuritaire, mais la crise de l'État dans sa globalité. Parce que c'est à ce niveau qu'on attend que les partis politiques jouent plus de rôle, et c'est parce que ce rôle joué, en tout cas la partition qu'ils ont eu à jouer, n'a pas semblé suffisant aux yeux du peuple. Et c'est pour cela que vous trouvez aujourd'hui un soutien populaire à la transition politique en place. Et donc, c'est pour dire que l'observation que j'en fais, c'est une dynamique de crise et les partis politiques sont aussi parallèlement dans une dynamique de reconstruction. Mais la question reste toujours le parallèle. Mais est-ce que vous, en tant qu'observateur politique, les critiques, en tout cas, portées à l'encontre des partis, des acteurs politiques aujourd'hui, est-ce que c'est des critiques fondées selon vous? Oui, je trouve que ces critiques sont fondées. Parce qu'il y a une transition politique, parce que, d'abord, n'oublions pas, les élections législatives de 2020 sont, à mon avis, la grande cause du mouvement que nous avons connu. Ça reste mon point de vue. Je sais que d'autres peuvent le voir autrement, mais je reste convaincu, j'ai travaillé un peu sur la question, que s'il n'y avait pas eu cette crise électorale, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu tout ce grand mouvement et que toutes ces personnes auraient réussi à s'unir. Donc, ça veut dire qu'autour des élections, on n'a pas réussi à avoir le consensus qu'il faut. Et même quand la crise a émergé, les négociations entre le pouvoir politique en place de l'époque et les mouvements qui réclamaient le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, la dissolution de l'Assemblée nationale et la dissolution de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu de consensus. Il n'y a pas eu de consensus parce qu'il n'y a pas eu de consensus justement entre ces leaders politiques et principalement les partis politiques. Et donc, dans un pays dit entre parenthèses politiquement stable, cette stabilité se construit autour de consensus politiques. Et c'est ce consensus politique justement que nous n'arrivons pas à construire. Et à mon avis, ça se situe à ce niveau-là. Donc la crise, elle est réelle. D'accord. Je vais revenir vers vous tout de suite, même si, puisque je pense que ce n'est pas la seule critique qui est formulée à l'encontre des partis politiques. Quand on dit par exemple que tous les maux du pays, en tout cas, les partis politiques sont responsables depuis l'avènement de la démocratie. Je vais vous redonner la parole en tant qu'observateur. C'est Kougname Bathily. Oui. Vous avez dit que vos partis se portent bien. Mais est-ce que vous, au niveau du RPM, vous continuez en tout cas à susciter cet intérêt, cette envie de faire la politique auprès des citoyens maliens? Est-ce que vous pensez que les gens s'intéressent au RPM, à ce qu'il fait, à vouloir adhérer au parti depuis quelque temps maintenant? Oui, puisque les militants y restent. Et il y a d'autres aussi qui nous rejoignent. C'est ça aussi la réalité des choses. Vous savez, pour savoir le poids réel d'un parti politique, ou même de la classe politique dans l'ensemble, nous sommes dans un pays démocratique. Seules les urnes peuvent en décider. Mais autrement, on ne fera que des appréciations, on ne fera que donner des points de vue, que souvent ça peut être discuté à beaucoup de niveaux. On pourrait dire aussi quelque part, en 2018, on a fait des élections, un président a été démocratiquement élu, on a mis en place une assemblée nationale, mais après des gens s'y sont levés pour demander au pouvoir de partir. Donc ce n'est pas que les urnes qui... Ce n'est pas la transition. Oui. Dans une vraie démocratie, que les gens protestent, mais c'est normal que les gens manifestent leur désarroi ou leur refus à quelque chose, mais c'est normal. Des citoyens réclament même la démission du président. C'est normal dans une démocratie. Moi, je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Bon, maintenant, je voudrais quand même préciser une chose. C'est-à-dire, mon frère Bokoum l'a dit, la représentativité, on ne peut pas remettre en cause la représentativité dans une démocratie. Je peux comprendre que votre parti soit un nouveau parti, un parti... C'est votre choix. Je peux comprendre que votre parti soit un nouveau parti, mais aller à dire que ceux qui se prévalent
de la représentativité et remettre en cause tout cela. Non. Moi, je suis élu à Nioro du Sahel. C'est une commune urbaine. Moi, je viens de là-bas il y a 2 jours seulement. Dire que la représentativité, là, c'est uniquement nos titres et autres, là, c'est loin de là. Nous sommes proches du peuple. Nous travaillons avec nos communautés. Nous les aidons à relever les défis ensemble. Nous le faisons chaque jour. Il faut comprendre aussi que ces élus, que ce soit députés, maires et autres aussi, travaillent avec les communautés, leurs communautés. Donc ça, on ne peut pas remettre ça en cause. Maintenant, parlant de pléthore, le parti de M. Bokoum a été créé en 2020, je crois. Voilà, donc là, je ne comprends pas que vous parlez de pléthore encore. Mais c'est un constat que je fais. Ok, on laisse terminer après. C'est un constat que vous allez réagir. Vous allez réagir tout de suite beaucoup. Vous savez ce que d'ailleurs les citoyens nous reprochent. C'est que les Maliens dans leur ensemble ne comprennent pas, venant des acteurs politiques, c'est le fait que nous sommes capables de dénoncer une situation et de les soutenir après. Nous sommes capables de changer de veste à tout moment. Imagine dans cette transition, nous avons vu des acteurs politiques, des chefs d'institutions qui disaient ici que le rôle d'un militaire, ce n'est pas de faire des forages ou des actions sociales. Le rôle des militaires, c'est de nous sécuriser, c'est d'aller sur le terrain. Et que la militarisation à outrance de l'administration, quelqu'un qui dénonce ça, quelques mois après, qui se retrouve à soutenir ça, comment est-ce que le peuple va... Donc pour vous, c'est tout cela qui fait que les gens n'ont plus confiance. Non, c'est quelques facteurs. C'est l'un des facteurs, il faut les reconnaître. Les hommes politiques, leur inconstance a fait de telle sorte que le peuple ne nous fait pas confiance maintenant parce qu'il pense que nous sommes capables de soutenir quelque chose et de soutenir aussi son contraire. Bon, là, cette attitude-là, nous devons sortir de là. Boubacar Bokoum, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des hommes politiques inconstants, vraiment incohérents, inconstants, qui disent quelque chose aujourd'hui et le lendemain le contraire? Mais ça, c'est la nature humaine. Il ne s'agit pas d'hommes politiques ou de la société civile. La mauvaise gouvernance, elle est politique, elle est administrative. Mais la politique, ça doit être quelque chose de conviction. J'arrive. C'est une question de conviction aussi. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, la mauvaise gouvernance, elle est politique, administrative, religieuse, de culte et d'entreprise. Elle n'est pas l'apanage de la classe politique. Nous appartenons à une communauté dans laquelle il peut y avoir des déviations comportementales. Donc c'est ce qui est à fustiger. Alors, la valeur éthique et morale, c'est vrai, elle n'est cultivée nulle part dans notre système de gouvernance. Donc forcément, il va se refléter dans la classe politique. Donc que quelqu'un se rénie ou se dédie est contestable. Ça, c'est évident. Dans la nature humaine, que ça parle de politique ou pas, ça, c'est un être humain. Mais la question fondamentale que je me pose, pour réagir sur ce que mon frère a dit, oui, moi j'accepte, parce qu'on est dans un contexte démocratique. Mais j'ai le devoir, en tant que parti politique nouveau, de réfléchir à tous les déboires que la politique en tant que telle pose comme problème et avoir une nouvelle approche. Donc, souffrez qu'aujourd'hui, je refuse cette forme de représentativité parce que j'estime qu'elle n'est pas suffisamment démocratique. C'est mon choix. Donc, je réfléchis autrement pour être plus proche. Parce que quand je regarde aujourd'hui même le principe de l'Assemblée nationale, moi, je suis totalement d'accord avec Kadhafi qui parlait du substitut du pouvoir du peuple. Parce qu'en réalité, quelques personnes s'accaparent au nom du peuple, mais ne sont pas réellement le peuple. Et on va dans le fonctionnement, c'est ce qui pose problème. Et c'est ce qui fait que souvent, la plupart du temps, on est distant des gens que nous sommes censés représenter. Parce que chaque fois que vous prenez un paysan qui devient député et qui se retrouve à l'Assemblée nationale à Bamako ici, il devient un élu national. Donc, du coup, il est déconnecté réellement de ta base. Il ne représente plus la base, il représente l'espace national. Donc, il ne se bat pas pour sa communauté locale. Donc, ça pose des problèmes. Mais il ne doit pas être forcément déconnecté des réalités. Non, il va être déconnecté. C'est la loi. On dit que le mandat, il est non impératif. C'est clair. Hein? Donc, les gens, ils font par abus. Et souvent, parce que les gens ne comprennent pas tout le fonctionnement du principe démocratique, donc on se permet de dire, lui par exemple, quand il dit « je suis de Nioro du Sahel », à l'Assemblée, il ne peut pas venir parler de Nioro du Sahel, on ne doit même pas l'écouter, on parle du Mali. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mais tous ces mécanismes ont montré leurs limites. Donc on doit interroger le modèle démocratique que nous avons. Un. Deuxièmement, on doit interroger le modèle de classe politique que nous avons. Et troisièmement, les partis politiques au Mali roulent pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voulons? Alors, parce qu'à un moment donné... Ils roulent pour qui? Mais bien sûr. Les partis politiques roulent pour qui? Mais bien sûr, c'est un instrument. Parce qu'un parti politique, c'est un instrument qui se bat pour gouverner. Et la gouvernance a des enjeux, que ce soit internes ou internationaux. Parce que l'hégémonie de notre pays peut effectivement influencer la gouvernance interne. Donc, en réalité,
Parce que quand vous prenez dans notre hymne national, on parle de l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Donc on ne peut pas nier que dans notre existence et que dans l'ADN humain, il y a des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. On ne peut pas les contester. Maintenant, fixer du doigt quelqu'un, ça c'est une autre chose. Mais le principe dans la gouvernance est une réalité. Maintenant, quand vous prenez la composante interne, c'est une intelligence interne qui collabore avec une intelligence extérieure. Dans tous les pays du monde, dans toutes les guerres du monde, ce sont ces mêmes phénomènes qu'on observe partout. Ce n'est pas propre qu'au Mali. Maintenant, le système de bonne gouvernance doit nous amener à quoi faire? À dire comment on amoindrit les conséquences de cette mauvaise gouvernance. Comment on fait que pour le népotisme, le clientélisme, parce que c'est aussi ça qui gangrène notre société, comment on fait pour que tout cela soit amenuisé? On ne peut pas dire qu'on annule totalement ces facteurs qui sont inhérents au fonctionnement du capitalisme, parce que réellement, tous les mots que vous venez de signaler aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un modèle néolibéral qui pose énormément de problèmes et qui dérègle notre société dans toute sa profondeur. Donc aujourd'hui, on a un modèle calqué sur l'Occident. Mais nous ne sommes pas les pays africains, par exemple, qui ont ce modèle-là, qui sont néolibéraux, qui sont capitalistes. Mais justement, il y a des échecs qu'il faut constater dans tous ces pays. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui sont en phase de terminale, où l'économie est carrément en difficulté. Vous avez tous les modèles libéraux aujourd'hui qui sont en réalité en difficulté, qui se posent des questions. Donc, nous qui ne sommes même pas arrivés à ça, parce que d'abord, pour aller je vais terminer tout de suite, d'abord, pour arriver dans un modèle démocratique, ça va sur le fondement d'une base économique. C'est-à-dire, vous croissez d'abord, vous implantez vos racines, ensuite vous partez à un modèle de fluctuation qu'on appelle généralement dans les pays soi-disant développés, droite et gauche. Mais quand vous n'avez pas les fondements et que vous permettez d'aller à une certaine forme de divertissement, vous allez divertir les gens du fondamental économique. Pour vous, quel modèle nous faut aujourd'hui? Il faut d'abord qu'on soit conscient de ce qui nous manque réellement. Ça veut dire que le fondement, ce n'est pas que ce soit démocratique ou pas, un fondement économique solide. C'est-à-dire le plein emploi jeunes et femmes. C'est exactement le fondement du socle social. Ensuite, quand vous allez arriver à cette implantation, ça veut dire qu'en ce moment, les partis auront la légitimité de pouvoir construire un modèle économique viable. C'est à partir de cet instant que les populations seront intéressées à la dynamique de l'interaction pour une meilleure croissance. Donc, quand vous n'avez pas les fondamentaux, vous serez plutôt dans la littérature. C'est pourquoi tout ce que nous présentons généralement, nous les politiques, comme projet de société, c'est des déclarations en réalité d'intention. La faisabilité pose problème. Et ça, c'est une réalité. D'accord. Docteur Abdoul Sogodogo, vous le disiez tantôt, les critiques portées sur les partis politiques sont infondées. Je vous disais que la critique n'est pas seulement de dire que voilà, les partis politiques n'ont pas pu s'entendre en 2020, par exemple. Il n'y a pas eu de consensus. C'est pourquoi, finalement, ils ont perdu le pouvoir au profit des militaires et autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, souvent on entend dans les discours, les partis politiques, les hommes politiques sont à la base de tout ce que le pays vit aujourd'hui depuis 30 ans. Et la crise que nous vivons, les responsables, c'est les hommes politiques. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous pensez que c'est en tout cas, c'est une analyse pertinente, quoi? D'abord, je voudrais corriger ce lapsus. Je n'ai pas dit que les critiques sont infondées. J'ai dit que les critiques sont... Vous dites que les critiques sont fondées. Oui, fondées. Oui. Justement, je crois que vous avez dit infondées. Non. C'est un lapsus, en fait. Okay. Voilà. Et les critiques sont diverses, je le reconnais. Ces critiques sont nombreuses. Oui, il y a beaucoup de critiques. Mais la situation actuelle du Mali n'est pas le fait d'un seul parti politique ou des seuls partis politiques, mais c'est difficile à dire. Vous savez que dans le discours populaire, on a besoin de trouver un coupable, voilà, quelqu'un qu'on va accuser. Je pense qu'on a fait des choix difficiles. Il y a eu une quête de démocratie très longtemps, hein, voilà, mais qui a abouti en 90-91 par le coup d'État contre Modibo et l'avènement de la démocratie multipartite. Mais sa mise en œuvre a causé problème. Parce que, d'abord, il y a des acteurs qui se sont battus pour cette démocratie, ce qu'on appelle généralement chacun est venu s'impliquer. Par exemple, comme l'école, les élèves. Mais on n'a plus pu faire sortir l'école, c'est-à-dire les étudiants,
dans le système de gouvernance, c'est-à-dire que le premier cercle de décision, parce que l'AIEM a participé, était dans le conseil, l'organe législatif, et depuis là, ils sont restés. Donc l'AIEM n'est plus jamais ressorti de cette sphère, de cet espace-là, pour qu'on puisse en faire une entité assez distincte du jeu pouvoir réel. Et ça explique tout le cheminement après. Bon, vous avez l'armée qui a continué à jouer le premier rôle dans la vie politique, très impliquée. Donc vous avez les syndicats, ainsi de suite. Mais l'interaction entre ces acteurs n'a pas toujours permis justement de répartir le jeu en essayant de donner des rôles assez clairs à chacun et d'avoir cet équilibre-là entre les acteurs. Et donc je pense que c'est une question, c'est un système en fait qui n'a pas donné la réponse qu'on avait voulu l'insuffler. Mais ça va de soi, chacun quelque part veut dire qu'il n'est pas le fautif, c'est l'autre. Bon, mais quand on dépasse ce débat-là, c'est que ce qu'on veut dans une démocratie, le cœur de la démocratie, c'est la participation. Ce n'est pas seulement l'élection, c'est qu'il faut que le peuple participe à la détermination des politiques. Quelle politique de santé il nous faut, quel modèle d'école il nous faut, quel type de cadre, quel type de technicien nous devons former, quel modèle économique nous devons adopter, quelle société nous voulons. Et il s'agit que de permettre à tous les citoyens de participer à cet exercice-là et qui se solde maintenant par des décisions qu'on prend, donc de politique publique. Et ce système, malheureusement, que nous avons eu, a parfois exclu. Le système a exclu. Je vous donne un exemple. Prenons d'un point de vue démographique. Vous savez, on vous dit que le Mali actuellement, c'est un pays où plus de 53% de la population malienne a moins de 17 ans. Moins de 17 ans. Plus de 50% de la population a moins de 17 ans. Et pour participer aux élections, il te faut combien? Il te faut avoir au moins 18 ans. Donc, ça veut dire que la majorité déjà de la population est écartée du choix des gouvernants. Quand vous regardez les postes dans les sphères de décision, le gouvernement, le Parlement, prenons tous ceux-là qui sont nommés par décret du président, les ambassadeurs, etc., vous trouverez très peu de jeunes, c'est-à-dire très peu de gens qui ont moins de 35 ans et très peu de femmes. Ça fait un pan important de la société qui n'est pas dans ces sphères. Ça fait un pan important. Donc, vous voyez, notre participation est déjà interrogée. Ça veut dire, si on veut renforcer cette participation, par exemple, il va falloir qu'on ait ce courage et de réinterroger, de dire jusqu'à quel seuil on peut descendre. La France, aujourd'hui, qui est à 18, ils n'ont pas tout le temps été à 18 ans. C'était 21 ans à un moment donné. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que la population, elle est très jeune. On a décalé. Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple, cela peut même jouer sur la légitimité de... Voilà, même si ça ne remet pas en cause la légitimité, c'est que ça ne renforce pas la participation. Parce que puisque tu n'as pas l'âge de participer, par exemple, au vote, automatiquement, tu n'as pas ce sentiment-là que tu es interpellé, que tu as un rôle à jouer en matière d'élection. Ça, c'est un... Et les partis politiques ont concentré leur effort politique autour des élections. Je ne pense pas que ça a été un choix stratégique bénéfique pour le pays. Et tout à l'heure, le président disait que la vérité, c'est les urnes. Ça, c'est dans la pensée collective malienne. Alors que dans beaucoup de pays, ce qu'on appelle les démocraties stables, l'élection n'est qu'une facette de la vie politique. Elle n'est pas là l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est votre modèle de société. Et donc, vous pouvez ne pas être au pouvoir tant que c'est votre vision de l'État qui s'opère. Vous êtes tranquille et vous avez réussi. Vous avez réussi. D'accord. Je voudrais faire réagir Sekounia Batili sur ce qu'il vient de dire, Dr Sogodogo. D'abord, à commencer par la fin. Je n'ai pas dit forcément que l'enjeu ou bien la réalité, c'est les urnes. J'ai dit ça en termes de poids. Lorsqu'il m'a demandé le poids réel des partis politiques, j'ai dit on peut mesurer le poids qu'en fonction des représentativités. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. La charte de 2025, la charte des partis politiques du 18 octobre 2025, précise en son article D que les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc ça c'est clair. Là, au niveau, ça fait partie bien sûr. Je ne remets pas en cause la participation, qui est un élément clé
qui est un élément clé. Mais à côté, j'ai dit... Mais est-ce que vous êtes d'accord que vous focalisez vos actions sur les élections, le parti politique? S'il n'y a pas d'élection, vous êtes... la nuance, c'est quoi à ce niveau? Oui. Ces partis politiques-là, pour la plupart, ce sont des militants qui composent les bureaux de ces partis politiques au niveau des communes, au niveau des cercles, au niveau des régions et au niveau national. Il n'y a que des citoyens qui composent les bureaux de ces partis politiques. C'est pourquoi moi j'ai dit de ne pas remettre en cause la représentativité. Maintenant, le travail de fond qui nous a manqué, c'est la formation citoyenne adressée à ces militants, à ces populations. C'est ce qui nous a manqué durant des années. Là, je les reconnais. Parce qu'en faisant ces formations, c'est pourquoi moi je vous ai dit que récemment, nous avons lancé, opérationnalisé, parce que depuis la création du parti, il y avait l'école du parti, le centre de formation Kadari Bamba, et qui n'a jamais été opérationnalisé, mais nous venons de le faire. Je pense que beaucoup doivent le savoir. Voilà, vous le savez. Donc, c'est dire tout simplement qu'au niveau de la représentativité, il faut qu'on soit très clair. Maintenant, le fait de dire aussi que non, bon, on rejette toute la faute aux partis politiques, aux acteurs politiques, oui, les partis politiques, la classe politique, les acteurs politiques ont leur rôle, ont leur part de responsabilité. Vous n'êtes pas exemple de reproche. Mais oui, exactement. Moi, je vous donne un seul exemple. Le régime du président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Durant 9 ans et quelques mois, il a nommé combien de premiers ministres? 4. Il y a Agamani qui est venu en premier, qui n'est pas ici d'une formation politique. Après lui, il y a Ousmane Youssoufy Maïga qui est venu, qui n'était pas ici d'une formation politique. Quand Modibo Sidibé venait premier ministre sous ATT, 3e premier ministre, il n'était pas ici d'une formation politique. Mariam Kaïdama Sissé, qui a été premier ministre d'ATT, n'était pas ici d'une formation politique. Donc ATT lui-même, n'étant pas d'un parti politique, a gouverné avec 4 premiers ministres. Aucun d'entre eux n'est ici d'un parti politique. Mais pourtant, c'est les mêmes Maliens qui ont fait coup d'État en disant qu'ATT a échoué. Donc la chose va au-delà de la seule classe politique. Maintenant, il faut que chacun se remette en cause. Notre part de responsabilité, nous la prenons et nous sommes conscients aussi de tout ce qu'on n'a pas pu réaliser et nous sommes prêts aussi à corriger nos erreurs pour répondre et servir le pays. Mais cette théorie et ce discours, faire de telle sorte qu'à peut-être à jeter toute la faute à la seule classe politique, durant tout ce que nous avons connu comme parcours de 1960 à aujourd'hui, où nous avons vu des militaires gouverner durant 23 ans le Mali, et que ce bilan n'est jamais revenu sur la table, mais c'est les 30 ans de la démocratie qui est toujours en question. Oui, moi je reviens toujours à cette question de, en tout cas, entre guillemets, de désamour entre des citoyens et la classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a abordé à un moment, cette transhumance qu'on voit aujourd'hui, des gens qui sont dans un parti politique aujourd'hui et demain ils sont dans un autre parti ou bien ils quittent pour créer leur parti. Est-ce qu'aujourd'hui cela aussi ne peut pas expliquer le fait que les gens n'ont plus confiance en l'homme politique, en la classe politique? Est-ce que l'engagement politique se fait sur la base de conviction aujourd'hui au Mali, Boubacar Bokoum? D'abord, vous posez une question complexe. C'est pourquoi j'ai posé dans ma question, c'est quel modèle de parti politique nous voulons? Parce que quand vous prenez des partis politiques qui ne sont pas sur une idéologie conséquente, vous ne pouvez pas parler d'engagement conséquent. Ça, c'est le premier aspect. Ouais, mais pour quelqu'un qui entre dans un parti politique, il doit savoir quand même quelle est l'idéologie de ce parti avant écoutez bien. Quand vous êtes militant d'un parti, vous croyez au leader, vous croyez au message qui vous est prodigué. C'est ça. Nous, à l'époque, je me rappelle quand on a voté pour ATT ou X ou Y, parce qu'on avait cru qu'ils étaient la solution à travers toute la communication stratégique qui était mise en place. Nous avons cru, c'est un idéal. Même ceux qui ne sont pas militants directement, ils croient, ils votent. Ce n'est pas seulement que les partis politiques qui votent. Donc la chose publique est organisée de telle façon qu'il y en a quelqu'un qui en a la responsabilité normale. C'est-à-dire la classe politique, qu'elle soit militaire ou pas, elle est une classe politique. Il faut qu'on se le dise. Les gens, ils ne peuvent pas gérer sans les politiques. ATT, quand il est venu, il s'est positionné sur le mouvement citoyen. Mais c'est un mouvement politique. Alors, quoi que l'on dise, le levier de la gouvernance pour aller des idées à l'action est forcément politique. Maintenant, qu'est-ce que le peuple dit? Nous avons été trahis par la classe politique.
Alors, je pense que de 60 à aujourd'hui, la question doit se poser. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que l'interrogation doit être sur toute la période pour que les politiques qui ont géré, je dis bien les politiques qui ont géré, fassent leur mea culpa. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, quand je touche la période de 60 à 68, ceux de l'US-RDA se voient attaqués. Quand je prends la période de 68 à la déchéance de Moussa Traoré, les gens qui se disent de l'UDPM se voient attaqués. Quand j'attaque le régime de Ibeka, le RPM se voit attaqué. Alors qu'en réalité, c'est un patrimoine. Ces périodes n'appartiennent à personne, ils appartiennent au Mali. Donc si on n'interroge pas toutes les périodes sans tricher, on n'aura pas la solution. Parce qu'il faut qu'on se pose la bonne question pour savoir qu'est-ce qui a manqué. Nous avons tous cru à un certain idéal à un moment donné. Maintenant, si on est déçu de l'idéal, est-ce que cela voudrait dire qu'on doit continuer à emprunter un train qu'on sait déjà foutu, dans lequel vous n'êtes pas écouté? Non. Forcément, vous allez quitter le train. Et l'autre chose, par rapport à votre analyse sur la défection, mais ça fait partie de l'œuvre humaine. Vous naissez, vous grandissez et vous mourrez. Ça, c'est un processus tout à fait naturel. Alors, quand vous prenez le processus global des entités des partis politiques, vous venez dans un parti politique où vous vous rendez compte finalement que c'est un seul individu qui dicte, parce que nous comprenons la démocratie dans une dynamique de réactivité dans laquelle on est participatif. Mais le modèle même de création des partis politiques pose problème. Quand vous prenez l'architecture des partis politiques, suivant l'administration territoriale elle-même, parce que le concept déjà de la représentativité est là. Le concept même pyramidal de la construction des partis politiques est là. Ça veut dire que vous devez construire un bureau national. D'abord, qui est une entité qui est inféodée à une personne. Et vous partez dans les ramifications et par ricochet, vous rentrez dans les partis parce que vous avez cru que le programme, il est bon. Maintenant, quand vous commencez l'exercice démocratique, mais l'exercice démocratique, quand vous frottez à l'exercice démocratique, vous en tirez les conséquences. Donc, c'est soit vous dites, je suis suiviste, soit vous dites, je suis simple observateur, ou vous êtes un leader. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Donc, vous devez vous positionner par rapport à votre conviction, intime conviction. On n'est pas des suivistes. Donc, du coup, si vous n'êtes pas suiviste, vous vous assumez. C'est pourquoi le droit permet des multiples créations, malgré, quand je parlais de pléthore, ce n'est pas une façon de jeter l'opprobre sur les partis politiques. Moi, je suis conscient que la multiplicité, elle est normale, elle est même logique. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle pour juste dire qu'on est nombreux. On est nombreux et on n'est pas fédérés. Pourquoi? Parce que la substance réelle, partisane, échappe au contrôle de la lecture de l'intelligentsia politique. Donc, forcément, on est obligé d'aller vers une croissance, d'une multiplication, et le fédéralisme des partis viendra plus tard parce que la croissance de base est inexistante. Donc on est plutôt dans l'éparpillement dû à la fragilité même de notre État sur le soubassement social, économique et culturel. Donc il va falloir que l'État construise des bases solides parce que quand vous prenez la définition des partis politiques et de la société civile, pour qu'une société civile réellement soit une vraie société civile, il faut que le leader lui donne l'importance qu'il lui sied. Et les partis politiques, généralement, sont mis à l'écart en réalité dans la gouvernance. Il n'y a que quelques partis politiques qui gèrent la plupart du temps. Donc ça, il faut aussi le dire. Donc quand vous êtes dans cette dynamique, vous êtes obligé de prendre ceux qui sont frustrés, ceux qui sont dans la dynamique et ceux qui bouffent dans le plat du chef. Voilà la réalité. Docteur Sougourdougou, est-ce que ces arguments de Boubacar Bokoum, notamment sur ce qu'il a appelé les défections, ce que moi j'appelle les transhumants politiques, le fait que voilà, les gens ne sont plus stables dans les partis. Est-ce que c'est des arguments qui tiennent pour vous, qui peuvent expliquer vraiment ces questions-là? J'ai eu la chance de contribuer à une réflexion produite en 2019 par la Fondation Friedrich Ebert sur les partis politiques enjeux et défis au Mali. C'est assez intéressant de voir un peu comment les partis politiques, même parfois, se perçoivent eux-mêmes. Et on voit que, et dernièrement, les réformes donnent raison, parce que pour dire que c'est les acteurs politiques qui ont eux-mêmes voulu qu'on mette fin à ce qu'on a appelé la transhumance politique. On sait que ça fait beaucoup de mal aux partis politiques quand vous voyez quelqu'un que vous avez élu, votre formation, il est député, et paf, du jour au lendemain, il rejoint un autre camp au sein du Parlement, quoi. Ça fait mal à un parti politique. Et ça interroge carrément, comme beaucoup venaient de le dire, tout le surpassement de l'organisation politique. Dans certains contrées, les partis se sont construits sur des clivages historiques.
C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez la société française, à la fin de la Révolution française de 1789, voilà, il y avait ceux qui voulaient maintenir l'ordre social classique et ceux qui voulaient un ordre nouveau, donc on appelle la gauche. Voyez-vous, c'est dans des périodes difficiles comme ça que des unions, voilà, se créent. Il y a eu des tentatives comme ça au Mali. Je crois à l'issue du coup d'État de 2012, il y avait eu presque 2 clans. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire heureusement aussi, la gouvernance du IBK a fait que ces situations ont été dépassées. Mais c'est pour dire que à un moment donné, il faut que la vie politique dans un pays puisse se construire effectivement autour des visions de l'État. Cela est fondamental. Je me suis rendu compte qu'à l'occasion de rencontrer des acteurs politiques, parfois quand on leur posait la question, pourquoi vous êtes venu dans tel parti? Quelle est l'idéologie de votre parti politique? Certains ne le savent pas. Parce que je suis venu, c'est mon ami, c'est tonton, c'est tanti, c'est ainsi de suite. Pour beaucoup n'en ont même pas. Certains n'en ont pas besoin. Et donc, il y a un travail de fond. C'est-à-dire, parce que j'ai aussi essayé de faire ce tour-là pour voir quels sont les partis politiques au Mali qui avaient effectivement une école, une académie politique, des académies de formation. Il y en a très peu. Bon, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité pour X ou Y, mais très peu de partis politiques ont des structures de formation. Bon, et parfois, même quand ces structures existent, c'est parfois uniquement former les militants, c'est-à-dire ceux-là qui sont au sein du parti. Alors que ce qu'on attend, c'est que le parti forme le citoyen, c'est-à-dire les Maliens. Vous voyez, les espaces de formation que je connais le plus aujourd'hui au Mali sont offerts par des partenaires du pays, tels que le NIMD, la Fondation Frédéric Ebert, ainsi de suite. Alors qu'il faut arriver à former à de grandes échelles pour que les populations puissent comprendre les enjeux politiques. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Comment nous devons nous construire? Comment nous devons vivre ensemble? Ainsi de suite. À ne pas confondre avec la citoyenneté. Mais ce travail n'est pas le seul travail aussi des partis politiques. Ça, il faut qu'on le dise aussi. Parce qu'ailleurs, vous voyez parfois des pays qui construisent carrément des structures de formation. J'ai eu la chance de l'observer en Chine, de voir que l'État est très engagé dans la formation du citoyen, la formation politique du citoyen. Dans certains pays, vous verrez que c'est des organisations de la société civile qui font de gros travaux de formation du citoyen dans sa vie politique. Donc c'est pour dire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui doivent peut-être travailler en synergie pour que cette formation puisse permettre aux gens de les mettre en capacité d'avoir un engagement. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. On me fait signe qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Hein. En 1 minute pour chacun. On va prendre 1 minute encore, donc ça va faire 3 minutes. 1 minute pour chacun pour cette dernière question. Comment rétablir aujourd'hui? On l'a dit, hein, on est d'accord que même si ce n'est pas toute la population, en tout cas la confiance a été entamée entre une partie de la population et la classe politique. Comment rétablir cette confiance aujourd'hui? Sékou Niamé Bathily, rapidement. D'abord en se remettant en cause. Je vais profiter pour rebondir sur ta question précédente pour dire que le changement des partis, moi je pense que c'est de la météo politique. C'est ce que vous appelez le désamour entre les partis politiques et les citoyens, c'est surtout ça. La météo politique, c'est suivre la direction du vent. Beaucoup sont dans ça. Maintenant, pour remédier à tout cela, il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on se mette au travail et aussi se mettre au service des citoyens, du peuple, pour reconstruire et rebâtir le Mali. D'accord. Boubacar Bokoum, en un mot. Bon, écoutez, le principe, c'est qu'il faut être réellement pragmatique et comprendre quelle est la demande réelle du citoyen et se donner les moyens de répondre à cette demande. Premier élément, c'est d'abord de pouvoir restaurer aujourd'hui, en ce qui concerne le Mali, la grandeur humaine et ensuite dire comment on fait pour que chacun, où qu'il soit, puisse bénéficier de la manne, qu'on quitte l'injustice sociale que nous vivons, qui est aujourd'hui très patente, et cet équilibre va permettre effectivement d'aller à la distribution juste et équitable de la richesse. D'accord. Docteur Sougoudou. Je dirais qu'il faut s'enraciner dans des valeurs locales, c'est-à-dire maliennes, pour restaurer la confiance justement entre le citoyen et les hommes politiques, et même à l'intérieur des partis politiques. Donc ce sont ces valeurs d'honnêteté, d'intégrité qui ne sont pas contraires à l'activité politique. Et ensuite, il faut mettre un accent particulier sur la formation et l'éducation politique. D'accord, et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue aujourd'hui qui parlait de la politique. Hein. Est-ce qu'on peut parler de désamour entre les
politiques et certains citoyens, pas tous les citoyens quand même. Pour en parler aujourd'hui, nous étions avec Sékou Niamé Bathily, il est membre du Rassemblement pour le Mali RPM, Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté PAIS, et Dr Abdoul Sogodougou, il est politiste, enseignant, chercheur. Ce grand dialogue a été réalisé par Emirana Kilou Maïga, à la mise en onde, il y avait Seydou Ndao, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À demain pour un autre débat.